Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que les uns et les autres, vous allez bien dans ces temps qui sont bousculés, comme ils l'ont rarement été depuis longtemps. Ce sont des temps challenging pour nous, et notamment dans les enjeux de durabilité. Donc, nous allons parcourir l'actualité en essayant d'analyser un peu les tendances fortes qui méritent réflexion de notre part et partage en février. Vous vous souvenez déjà de ce qu'on avait un peu éclairé, vu ensemble en janvier et qui confirme les tendances de l'année dernière lisibles. Donc là, on a une accélération de ceci. Donc, je vais essayer d'être synthétique et nous donnerons la parole à plusieurs experts qui viendront nous donner le point de vue de la sphère financière tout particulièrement. Madame Delphine Gibassier, qui est une experte remarquable de connaissances, de précision et de euh, compétences dans les enjeux extra-financiers, que je présenterai à nouveau tout à l'heure, et qui donnera un point de vue qui a une connotation académique, mais aussi d'experte participante à toutes les réunions, les FRAG et autres. Et puis, deux représentants de l'investissement ESG, mais dans la sphère private equity, en l'occurrence France Invest, donc Noëlla de Birmingham et Damien Brismontier, qui nous donneront un peu comment ils ressentent ces remises en cause et leur mode, pour ce qui les concerne, leur mode aujourd'hui de réaction pour préserver l'ESG tout en tenant compte des attentes des entreprises et des investisseurs. Merci. Donc, je commence avec un petit peu un chapeau d'analyse de ce qui nous semble être le moment actuel, qui n'est plus à dépasser un peu ce qu'on avait vu la dernière fois sur le choc d'un renoncement aux questions climatiques, à l'enjeu climatique par les États-Unis, et qui se traduit là par un débat maintenant entre acteurs mondiaux et acteurs économiques sur la question de la régulation. La régulation, c'est évidemment le rapport à l'État, le rapport aux relations entreprises-État et aux échanges internationaux et même à l'ensemble des d'organisation des activités. Et on a un mouvement donc aujourd'hui américain qui est très anti-régulation, l'Europe étant très remise en cause dans sa mission de régulation et ses convictions en la matière. C'est évidemment un débat à la fois idéologique, à la fois politique, international très, très lourd. Alors, on part d'une situation où, je la cite quand même parce qu'elle vaut son pesant, c'est James Hansen, vous connaissez, qui est un des très grands climatologues et autres, scientifiques, qui dit on a dépassé les 2 degrés de l'accord de Paris. Je rappelle qu'on est dans les 10 ans, l'anniversaire, et là, on n'y est plus. Ça y est, ça ne se fera pas facilement, et donc il tire la sonnette. Heu, Draghi a fait une déclaration qui est intéressante en disant ne jetons pas quand même la décarbonation par terre au nom de la compétitivité. L'objectif de baisse de prix de l'énergie passe aussi par la décarbonation. On ferait bien de s'en rappeler. Alors, on est dans un contexte, c'est assez anecdotique de le citer, mais ça dit des choses. La Suisse va voter, selon son cadre particulier, sur le respect des limites planétaires. Bon, il n'y a pas de chance que ça passe, hein, que l'économie suisse s'impose le respect des limites. Mais enfin, c'est intéressant qu'un pays avec cette économie très technologique se pose ces questions. Et on voit quand même que sur le front des droits humains, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a pas mal de campagnes quand même qui sont là, dont Decathlon, hein, qui est pourtant un acteur très engagé sur beaucoup de choses, est en train de se faire très remettre en cause. Donc, je le cite à un moment où aussi les enjeux de santé viennent un peu au secours des enjeux de durabilité, hein. C'est assez net, je ne développe pas. Alors, dans cette période-là, je dirais que l'anti-régulation, elle a été très bien traitée dans le numéro spécial de The Economist, qui
dit quand même, et vous savez, la voie libérale qu'il incarne: «Attention, sans règles, où va-t-on?» hein? Et donc, tempère un peu la tendance américaine. Du reste, beaucoup de gens aux États-Unis disent, «Si on avait un peu plus de régulation, on n'aurait pas tous les problèmes et environnementaux et de santé et cetera qui se passent là-bas». Ce sommet de l'IA, qui a existé, qui a été très important, a été marqué quand même par une initiative, j'y reviendrai une seconde, sur la coalition pour l'IA durable, qui montre qu'on n'est pas non plus aligné, sur, le tsunami américain aujourd'hui, et heureusement, on va y venir. Alors, pour les entreprises françaises, européennes, on voit bien, le défi. Soit on va aux États-Unis, soit, on fait sauter les cadres contraignants, c'est déjà en cours dans pas mal de secteurs, soit, on fait comme eux à un peu partout, et on s'aligne, et là, on remet en cause évidemment toute la construction depuis 50 ans, sur, une recherche de modèles. Bon, en tout état de cause, la durabilité est en train de baisser, comme objectif dans l'agenda des acteurs, la conséquence, tout le monde le voit, le dit, le redit, c'est qu'on retarde en retardant la décarbonation, on retarde évidemment les programmes d'adaptation et d'atténuation, donc nous prenons des risques. J'y vois dans cette tendance du moment quand même un échec qui mérite d'être signalé parce que, ils font la politique de l'autruche, c'est l'OCDE. Bon, les princes directeurs de l'OCDE sont par terre. Ça a été une construction emblématique, pionnière, et cetera. Les États ne l'ont pas soutenue, donc les États sont responsables de cet échec. Je dirais que cette situation-là, j'y reviendrai notamment dans un billet, je crois que les couleurs le diffusent, du coup, ça va appeler pour le métier de la RSE une remise en cause, c'est-à-dire il ne peut plus en rester à la formalisation de rapports ou de préconisations, mais il doit être éminemment stratégique, porté par des valeurs, et c'est la leçon qu'il faut retirer probablement de la tension qui ne fait que commencer. Aux États-Unis, notre ami Andrew Winston, que je cite et que je commente régulièrement parce que c'est celui qui tient la flamme en ce moment aux États-Unis, il dit dans son dernier comment, attention, l'administration américaine met en difficulté beaucoup d'entreprises qui sont quand même engagées, qui font des choses. Alors, on a vu Microsoft faire une déclaration, dire, notre plan qui était d'être net zéro, etc., va prendre du retard, mais on ne lâche pas. Bon. Et lui voit quand même des difficultés qui vont faire remonter des acteurs engagés aux États-Unis, qui ne sont pas tous en train de se coucher, comme on l'a vu la dernière fois, euh, aujourd'hui. Alors, rapport intéressant, si on reste un peu dans la vision macro, de la direction du Trésor sur l'impact qu'il qualifie de limité de l'objectif neutralité carbone pour l'économie française, tout en disant que, évidemment, il fallait mobiliser les moyens. Je noterai sur ces données essentielles de départ un arrêt qui a été rendu fin janvier par la Cour de cassation en France, qui clôt l'affaire France Télécom, mais qui installe, et c'est évidemment éminemment important, un RSE, une doctrine maintenant sur le harcèlement, en dissociant ce qui est de l'ordre de l'institutionnel, du managérial, de l'individuel, et en faisant monter très très nettement les risques psychosociaux dans les risques d'entreprise. On a là donc un arrêt fondateur qu'il ne faut pas laisser de côté. Euh, Est-ce que ce contexte américain va toucher le business européen? C'est une question intéressante. Ce que un très bon analyste, Jim Gressani, dans Grand Continent, appelle le risque de vassalisation heureuse. Ici et là, la tentation est très forte. Quelles conséquences ça a pour la fonction RSE? C'est vraiment la question qui se pose aujourd'hui. Alors, il y a aux États-Unis, bien sûr, il y a des initiatives qui aujourd'hui balayent très fortement les choses. Walmart qui ferme son centre sur l'équité raciale, Google réduit tous ses objectifs. Vous en avez vu en passer, vous avez dû en voir passer beaucoup d'autres. Euh, L'interruption du Foreign Corrupt Practices Act par Trump, c'est un acte effarant, puisque les États-Unis qui ont été en tête du combat contre la corruption depuis des années,
merci pour la BNP, et cetera, aujourd'hui, s'exonèrent dans cette affaire et disent: «Bon, bah, c'est pas grave, maintenant on va faire ce qu'on veut» et la SEC, du reste, en rajoute puisque, elle diffère un peu toutes ces, réflexions sur le caractère obligatoire des règles d'information, et cetera. Alors, vous noterez qu'en Europe, l'écho qui est, le European Roundtable qui est l'écho des acteurs extérieurs, hein, à Bruxelles, a pris fait et cause contre l'extraterritorialité des directives de l'Union et ça, c'est un message très, très lourd qui avait déjà été bien repris par quelques organisations et ça va poser problème. Alors, on a vu tout ça se consacrer être consacré au moment du sommet de l'IA. Néanmoins, petite, flamme qui demeure, la France a réussi avec l'aide de l'UNEP, de maintenir quand même, une offre d'IA durable, qui c'est un texte de standardisation de l'impact qui est très intéressant et je trouve que c'est une initiative qu'il faut saluer et à laquelle il faut s'accrocher. Alors, le débat du coup est en train de se déplacer dans le champ des organisations, professionnelles. Ça, c'est clair. Le document commun, du patronat allemand, français, italien et autres là-dessus est un monument, de vraiment à la fois de cohérence, libérale et de combat contre ces régulations. On verra ce qu'il donne. Ça montre néanmoins que maintenant, c'est dans ce jeu professionnel et organisationnel que les choses vont pas mal se jouer. La plateforme RSE en France a fait un texte, je dirais, de circonstance, mais il n'y a pas de, n'a pas été capable de produire un consensus. Je noterai en revanche que, on le retrouve un peu et nos amis de France Invest le commenteront, qu'il y a eu des positions dans la sphère financière qui remontent en faveur, du maintien quand même des fondamentaux des textes CSRD et autres, notamment dernièrement les conseillers financiers et et d'autres, acteurs autour de PRI et autres. Donc tout n'est pas, si simple. Alors, il y a des rendez-vous, qui existent, qui sont là. Je noterai quelques, heu, textes qui sont récents et qui montrent les contradictions, les oppositions qui sont là aujourd'hui sur le terrain. On a vu, c'est intéressant de voir que le lobbying de la taxe sur la taxe soda a perdu la bataille face aux acteurs de santé. C'est intéressant. Il y a toute une remontée aujourd'hui pour repartir sur l'exploitation pétrolière en Guyane. Est-ce qu'on le fera? Ce serait une annulation de la loi Hulot d'une certaine manière. Sur l'automobile, bon, on gagne du temps et là, la bataille, au-delà du calendrier sur les normes, est en train, de se remettre en place sans peut-être trop lâcher tout en lâchant. Bon, on essaie de préserver l'équilibre de nos groupes européens, et c'est intéressant de noter sur les pesticides que l'accord finalement européen, s'est fait sur quand il y a pas de solution alternative, ben, on tant pis, on maintient. Bah, voilà, c'est ce que la France avait fait, aussi. Donc, on a, dans ce domaine, heu, vraiment des compromis que certains peuvent considérer comme des retours en arrière et comme d'autres vont considérer comme un pragmatisme, qui permet de concilier quand même, tous les objectifs. Alors, dans le camp de l'UE aujourd'hui et des entreprises, que se passe-t-il? J'ai pris cette citation du patron de la Société Générale parce qu'elle est, assez originale. On ne les connaissait pas tellement sur ce terrain-là, mais heu, Coupa dit, ben, «Nous, on va pas lâcher pour autant là-dessus». Je crois que c'est le vent ne souffle pas que d'un seul côté, on le dira. Alors, il faut bien noter, je renvoie pour ceux que ça intéresse sur le contexte général européen, le rapport de SDSN qui montre qu'on n'y est pas du tout, aujourd'hui dans le calendrier des engagements européens en matière de développement durable. Bon, il faut le lire et on voit que notamment, sur, les questions de mobilité, de transformation du système alimentaire et cetera, on est très en retard. Bon, pour autant pour autant, il y a, des avancées qui existent, qui sont là, des forces économiques qui s'expriment. Il y a eu, alors j'ai noté celle du BCG qui est intéressant, il y a celle aussi du regroupement des investisseurs, on en parlera peut-être pour dire: «Attention, les ambitions et les, fondamentaux, du Green Deal et de la
l'agenda finance durable doivent rester présents. Et si on améliore l'applicabilité des choses, on ne lâche pas sur le fond. Voilà. Donc, il y a aujourd'hui quand même des va-et-vient et la messe n'est pas dite. Il faut le reconnaître. Alors, il y a un procès qui est fait aux auditeurs. Je pense que Delphine Gibassier peut-être nous en parlera précisément. La CNCC a lâché du lest en faisant des propositions, mais on a vu se déclencher cette semaine une enquête des GCRF contre les auditeurs qui portent le chapeau d'avoir rendu peut-être trop cher et trop compliqué l'application de CSRD. On en reparlera dans notre prochain webinar. Ils viendront un peu s'expliquer car il y a là une source de polémique forte. Alors maintenant, je note quand même dans le Monde le commentaire de Armand Actuel sur un sujet qu'on connaissait bien, sur lequel il fait un point, qui est la possible compétition entre les comités stratégiques et les comités de mission pour les entreprises qui ont le statut d'entreprise à mission. C'est un sujet, alors il fait l'éloge du comité de mission, montrant que c'est complémentaire des comités stratégiques, etc. Seront convaincus ceux qui veulent, mais c'est intéressant de voir que le sujet remonte. Bon. Alors, je noterai, comme on le fait, un certain nombre d'études qui vous sont mises à votre disposition, qui sont là, qui sont très intéressantes, mais que je ne développe pas dans ce cadre, autant de la part de Actionnaires pour le climat, des Business Human Rights et d'autres organisations qui publient toujours des études qui sont riches. À noter quand même à la fois une réussite EDF qui est maintenant la maison qui a tenu bon depuis, ça doit faire 20 ans, sur son accord cadre international, c'est-à-dire sur sa dimension sociale de la RSE appliquée au monde entier, qui a renouvelé son accord, et il n'y en a plus beaucoup qui le font, avec des avancées très significatives. Et en revanche, de l'autre côté, une maison qui était quand même là aussi assez engagée pour autant et qui connaît bien son sujet RSE, c'est Nestlé, et qui est en train de se planter lamentablement dans l'affaire contre Elsevier et de ses sources, dit-elle, et qui va se faire interdire apparemment pour avoir fait une somme d'erreurs assez grossière. Comme quoi, les entreprises, c'est ça qui est intéressant, ne sont jamais, ce n'est jamais acquis, ne sont jamais définitivement dans des parcours qui sont installés. Voilà. Alors, on le voit avec les procédures qui courent en ce moment au nom du texte vigilance en France. C'est ce qui fait que certains veulent revenir dessus, d'autant que la CS3D maintenant est remportée au calendrier grec. Et donc, il y a là un thème sur quel est le bon texte qui doit permettre de s'assurer que la vigilance est intégrée en amont et de façon préventive suffisamment bien dans les stratégies d'entreprise. Voilà. Alors, pour rester dans l'horaire et avant de passer à nos experts la parole, pour les faire réagir à ces tendances, je signale quelques ouvrages qui sont intéressants. J'insiste sur les rapports que publie le Shift, parce que ce sont des études très sérieuses qui valent la peine. Et évidemment, le livre qui fait aujourd'hui, qui a un grand succès, qui est très important, celui de Slobodian, avec beaucoup d'interviews ici et là dans la presse, où il démontre que l'organisation un peu des grands groupes, ayant profité essentiellement de l'ouverture des échanges depuis des années, se traduit aujourd'hui par une fuite en avant qui s'intéresse pas beaucoup effectivement à la régulation. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de passer la parole à nos experts pour commenter ceci. Il me semble que ce débat de la régulation, dérégulation, qui est au cœur maintenant des rapports de force entre entreprises, organisations, régulateurs institutionnels nationaux et européens et internationaux. Et là, il connaît un moment un peu particulier où la sphère financière, pour qui cette régulation a été mise en place, pour laquelle cette régulation a été faite, hein, avant tout, hein, eh bien, il faut qu'elle se positionne pour dire j'en veux plus, voilà ce qu'on va faire, même si les processus de consultation du commissaire Dombrovskis n'ont pas été vraiment très exceptionnels, loin de là, hein, elles ont été très réduites.
que l'on voit un peu comment se dessinent les tendances. Alors, je vais demander d'abord à Delphine Gibassier, avant de passer la parole tout à l'heure à nos amis de France Invest, en tant que professeur au NANSIA et intervenante dans beaucoup de cercles d'expertise, de nous donner son analyse aujourd'hui sur ce paysage, ces rapports de force en cours et les tendances telles qu'elles se dessinent, telles qu'elle les voit, de manière à la fois objective et avec son opinion d'experte. Delphine, vous m'entendez? Donc, je vous passe la parole à ce stade, si vous voulez bien, et vous pouvez vous représenter, car vous avez aussi, je crois, une activité de conseil. Delphine, Oui, voilà, à vous. bonjour et merci de me donner la parole. Oui, aujourd'hui, je suis consultante dans le cabinet 10 septembre sur la CSRD et la transformation durable. En fait, on est chercheur, une fois qu'on est chercheur, on reste chercheur, donc j'ai encore des doctorants Oui, qui vont soutenir la thèse, mais je n'ai plus de fonction dans la sphère universitaire ou d'accord. de recherche aujourd'hui. Euh, voilà, pour des raisons familiales surtout, parce que Ah, tout ça, ça prend voilà. du temps. Bon, Euh, En tout cas, oui, merci de me donner la parole. Je pense que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui écoutaient, qui me connaissent et qui savent un petit peu d'où je viens, mais peut-être quand même rappeler aux autres que j'ai fait partie des deux task force qui ont écrit les normes ESRS. Et que pendant de nombreuses années, j'ai été aussi membre de groupes oui, d'expertise auprès de notamment le feu CDSB qui a été intégré dans l'ISSB. Je vais pas revenir sur les cadres, mais certains reconnaîtront d'anciens acronymes du oui, reporting qui ont disparu. Que j'ai pu du coup voir aussi les dessous des cartes du lobbying depuis presque 8 9 ans aujourd'hui. Donc, voilà, oui, je vais parler avec cette connaissance-là de ce qui s'est passé autour de la construction de ces normes-là et aussi, voilà, peut-être, moi j'ai l'impression parfois de répéter des choses que j'ai déjà dites mais, par les passés, pas mais grave. j'espère Elle reste vraie. alors, moi, je vais peut-être prendre une perspective justement un petit peu, enfin, historique, c'est un bien grand mot parce qu'on va pas remonter très loin, mais quand Non, même, on a la tendance à oublier ce qui s'est passé. Et donc, je pense que c'est bien de rappeler pour sortir aussi de l'excitation autour de ce qui se passe aujourd'hui et de revenir aux fondamentaux et de voir ce qui s'est passé autour de ces normes-là. Euh, En fait, la réglementation du reporting extra-financier, elle existe depuis un petit moment. Elle avait mis longtemps à se mettre en place et il y avait eu tout le travail autour de la NFRD, donc la loi, oui, la directive européenne qui a donné lieu à la DPEF. oui, Et l'Europe avait donc émis l'envie de réformer ce système-là qui n'était pas suffisant aux yeux des acteurs. Donc on est quand même sur une demande, je veux dire, une réglementation ne sort pas du chapeau et en se disant, oui. Delphine, je vous coupe, pardon, mais quand vous dites pas suffisant aux yeux des acteurs, j'aimerais que vous précisiez votre pensée parce que la demande est quand même venue très largement du monde ONG et je pense qu'aujourd'hui, enfin, vous pouvez me dire le contraire, hein, si vous le pensez, est venue quand même d'un déséquilibre, me semble-t-il, entre la vision ONG et la vision entreprise qui est restée dans le champ du volontaire et du pragmatisme quand même face à une vision très juridique et normative des ONG. C'est l'occasion euh, peut-être ouais, d'ouvrir ce débat. je pense pas du tout que la CSRD D'accord, vient de demandes d'ONG et je suis pas très certaine et non plus que les ONG soient aussi entendues qu'on le pense à d'accord, l'Europe, pour avoir travaillé avec des ONG et des lobbies d'ONG, je veux dire, c'est sans commune mesure le temps et l'argent qui peuvent passer à essayer de contrer le travail des lobbies d'entreprise. Donc non, je ne pense pas du tout que ça vient de là, ça vient du monde, ça vient sûrement de plusieurs demandes, mais sans doute oui, aussi quand même du monde financier. Et parce que les DPEF et les reportings volontaires étaient
plutôt des outils de communication assez peu comparables, etc. Donc, je ne pense pas du tout que les ONG, pas qu'elles n'en aient pas eu la demande, que la CSRD soit une réponse aux ONG. Je pense que ça, c'est assez faux. Euh, D'accord. sur C'est des important sujets de le dire. D'accord. de, de CS3D et autres, peut-être un petit peu plus, mais clairement pas Oui, sur la CSRD. Alors, donc je voulais revenir sur ça parce que depuis l'annonce qui a été faite en fait en janvier 2020, la Commission européenne et Dombrovski à l'époque a dit ben, on va faire nos propres standards. Et ce que peut-être certains ignorent, c'est que ce jour-là, ça a fait un, un petit peu le boom du monde du reporting extra-financier anglo-saxon, où ils se sont dit, ah, je pense qu'ils peut-être qu'ils pensaient qu'ils n'en étaient pas capables ou qu'ils n'oseraient pas aller jusque-là. Mais ils ont vu leur sort se jouer sur leurs yeux, hein, sous leurs yeux, c'est-à-dire que CDP, CDSB et autres se sont dit, oui, bah, nous, on n'existera plus demain. Et en plus, c'est l'Europe qui va décider pour le reste du monde. Ça plaît. Clairement, ça a fait aussi poser un énorme souci sur le fait que ça fait un peu des relents colonialistes, hein. Je pense que certains le voient un petit peu comme ça, puisque ces réglementations ont beaucoup d'extraterritorialité de mm, fait ou, parce que c'est comme ça que ça se passe par les effets de trickle-down et autres. Donc, ils ont commencé à ce jour-là. En fait, il y a eu une dissension entre la rapidité et le travail que pouvaient mettre les anglo-saxons derrière mettre en place la riposte et le travail que la commission peut faire. Et je pense que ça va vous parler quand je parlerai de qu'est-ce qui va se passer maintenant, cette année, par rapport aux omnibus. Il faut voir aussi comment ça se construit derrière. L'Europe ne peut pas en un claquement de doigts, se dire on va changer la double matérialité et tout le reste. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Et ça ne va pas plaire à tout le monde et sans doute pas au lobby des grandes oui, entreprises allemandes et autres qui sont contre, mais ça ne se passe pas comme ça. Par contre, niveau anglo-saxon, en tout le 2020, il y a eu du travail. Les personnes de l'Impact Management Platform, du CDSB, etc., se réunissaient quasi tous les semaines ou tous les 15 jours, ce qui n'est pas du tout le rythme de l'Europe. Enfin, c'est deux rythmes oui, complètement différents. Et ils ont mis en place avec une rapidité assez insolente par rapport à ce que l'Europe peut faire, qui était quand même un gros éléphant. Ils ont mis rapidement en place le premier document qui est sorti en septembre 2020, puis le second décembre 2020 pour donner lieu à la première étude que que l'IFRS à l'époque les IFRS avaient mis en place pour lancer la contre-offensive de dire nous on veut des standards différents et on n'est pas d'accord et on veut servir les investisseurs, on veut la simple matérialité et tout ce qui s'ensuit. Et ça, c'est quand même important, c'est-à-dire qu'on est en janvier 2021 avec les IFRS qui créent l'ISSB, alors que moins d'un an auparavant, ils étaient vent debout contre, et le dirigeant avait dit jamais on fera ça. Donc le changement le de pied. paradigme est très rapide chez eux. Ils sont capables d'avoir une force de frappe extrêmement importante parce que ces gens-là sont quand même aussi payés par des fonds et ça, le rapport de Patrick de Cambourg en 2019 avait très bien montré le déséquilibre des financements des acteurs anglo-saxons par Oui, toutes sortes d'acteurs, y compris Bloomberg et certains grands cabinets, comparé à ce que, par exemple, la GRI pouvait obtenir comme oui, c'est donc, ça. ils avancent très vite, c'est des rouleaux compresseurs. Et ils ont avancé, à ce moment-là, on venait à peine de commencer la première task force, hein. Donc, c'est pour vous dire le déséquilibre. Et donc, nous, quand je dis nous, parce que j'étais dans la première, puis dans la deuxième task force, Patrick de Cambourg, quand il a voulu réunir les personnes et le financement pour que ces personnes puissent travailler, alors moi j'étais bénévole, comme beaucoup dans le travail de ces task force, quand de l'autre côté, il y avait des centaines de milliers d'euros qui finançaient les gens qui travaillaient sur le programme concurrent. Donc il faut quand même voir euh, pourquoi et comment les ESRS ont été écrits, parce que je vois beaucoup de critiques. Encore aujourd'hui, je vois des listes, le Deutsche Action Institute, ils ont Oui, fait
liste sans nom de tous les petits trucs qui vont pas dans les ESRS, mais bien sûr, eux, ils sont pas parfaits. L'écriture des ESRS a été faite dans des conditions d'écriture de standard qui sont quand même compliquées, hein. Et la pression du temps et le nombre d'heures qu'on y a pu passer, c'est quelque chose d'assez phénoménal. Faut le savoir, faut le comprendre, et il faut accepter l'état dans lequel on a dû faire les choses. Si ça n'avait pas été fait, aujourd'hui, on aurait sans doute les normes ISSB en Europe, hein, c'est clair. Ah, c'est clair. On, Et, ouais, on n'en est pas loin. Delphine, on y va. Ils ont je gagné un suis peu pas la sûre. partie. Non, je suis pas sûre qu'on y Bon, va. Je d'accord. suis Bah, pas vous sûre nous qu'on y va. préciserez votre avis. Oui, Donc ça, c'est quand même important d'avoir la reconnaissance de tout ça. Pour moi, il y a aussi, donc ils ont aussi essayé, par exemple, à un moment donné, de faire en sorte que ça soit pas Patrick de Cambourg qui dirige la deuxième task force. Enfin, ils ont vraiment tout essayé. Donc aujourd'hui, le fait qu'on a encore des coups de boutoir, c'est évident. En 2023, en juillet 2023, quand les ESRS ont fini par être publiés, il y avait encore plein de gens qui disaient, mais ils sont pas assez, ils ont tordu les textes, c'est pas comme... Moi, je vais vous dire comment j'avais écrit. J'avais en charge la biodiversité et l'eau. J'avais écrit des textes exigeants, mais j'avais écrit des textes avec l'avis de dizaines, voire quand on a oui, lu des centaines de documents de personnes spécialistes de la biodiversité. Je savais très bien ce qui allait se passer après. Je savais que la première mouture allait devenir une deuxième mouture, puis une troisième mouture, et qu'on allait constamment enlever des choses et qu'on allait avoir des coups de boutoir. C'est comme ça, et c'est la vie, les lois, c'est comme ça, et c'est encore le cas évidemment aujourd'hui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, par contre, les anglo-saxons sont, je dis en général, où voilà, le monde des lobbies autour est beaucoup plus puissant, beaucoup plus résilient, beaucoup plus euh, mieux armés sur cette question de taper sur les lois, même quand elles sont définitives, même quand on a l'implémentation, que l'autre côté, ONG, académique ou ce qu'on veut. Et aujourd'hui, le monde financier qui continue à soutenir quand même des réglementations qui leur sont utiles pour mesurer les risques. Bah, ces gens-là vont continuer parce qu'ils sont là, ils sont financés, ils vont continuer, même après l'omnibus, ils vont continuer à dire. Donc voilà. Et la commission est relativement naïve sur ce côté-là. oui, oui, Ils n'ont pas les moyens, ils ne se donnent pas les moyens. Et l'EFRAG, notamment, l'Allemagne a réussi un coup super intéressant il y a quelques mois déjà, c'était peut-être déjà il y a un peu plus d'un an. Ils ont refusé un financement complémentaire pour les FRAG, alors que l'ISSB, l'argent coule à flot. Donc, oui, ça étrangle la rédaction, les modifications, les améliorations qui pourraient être apportées au texte, qui sont évidemment nécessaires dans le temps, parce qu'on n'a pas donné les moyens à cette institution de faire le rôle dont il a besoin. Bon, une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que l'Europe a toujours dit qu'il refuserait catégoriquement de travailler avec des normes qui venaient d'un organisme privé d'ailleurs, donc anglo-saxon, comme ils avaient fait sur la comptabilité. Ça, c'est une oui. ligne rouge. Cette ligne rouge, pour moi, elle est encore présente aujourd'hui. Peut-être D'accord. qu'elle peut vaciller. Je ne suis pas dans les petits papiers, dans la tête des gens qui sont à la commission aujourd'hui. Par contre, c'est une ligne rouge qui a été bien tenue ces dernières années et je ne la vois pas être mise en cause pour dire on va Très faire bien. l'ISSB. Ça, c'est une première chose. La Très deuxième, important. Ce que vous dites, c'est très important, même si le fait que l'ISSB a été repris par une vingtaine de places internationales. oui, mais même, Bon, et alors, oui, mais la Chine vient d'émettre des exact, normes à elle en double matérialité, hein. Alors, on exact. pense ce qu'on veut de la Chine, mais quand même, Exact. c'est le cas. C'est bien de la double matérialité. Et Oui, la deuxième ligne rouge, c'est la double matérialité. Moi, j'ai été dans un petit groupe de travail, un petit peu comme ceux qui ont été décriés, là où ils ont mis des grandes entreprises plus ou moins polluantes et plutôt contre la CSRD autour de la table. Ben, il y a eu ce genre de table ronde qui a été faite sur la double matérialité en 2019 et j'étais parmi les gens qui étaient invités en tant qu'académique à parler de ça. Là aussi, la commission était très très claire que c'était le fondement, le pilier du travail qu'ils faisaient. Et donc pour moi, c'est une deuxième ligne rouge. Donc pour moi, ces deux-là ne devraient pas bouger. d'accord. Ça, c'est un point. Alors après, qu'est-ce qu'on peut dire de la suite? Il y a un manque de traducteurs
de ces lois. Ça reste quand on écrit une directive et quand on écrit des ESRS, on écrit des textes juridiques. Donc, je suis la première, quand on les a écrits, à avoir dit, euh, oui, quand on écrit des textes juridiques, enfin moi je ne suis pas juriste, mais les juristes qui sont peut-être dans la salle le savent, c'est difficile à lire et à traduire. On manque de traducteurs et de bons traducteurs. J'ai formé 130 personnes, beaucoup des consultants à la CSRD, certains sont dans la salle virtuelle et écoutent aujourd'hui. Ces personnes-là, elles le savent. La première chose que je leur demandais, c'est de lire les textes. Oui, Combien de consultants bien sûr. aujourd'hui, je ne crache pas sur mes collègues, mais combien de consultants aujourd'hui n'ont Ils n'ont pas pas eu lu. le temps de lire les textes, hein, ne se sont pas donné les moyens de les lire et de les comprendre. Ça, malheureusement, on manque de personnes qui se sont donné le temps de Oui, l'expertise. Et ça, je comprends au quotidien, il faut aussi faire manger et bouillir la marmite, et ça ne marche pas à tous les coups. Donc ça, c'est un vrai, vrai, vrai problème. Je vois énormément d'outils circuler sur LinkedIn. On donne son outil double matérialité et ses calculs. Il y a énormément d'outils qui sont faux et qui ne répondent pas au texte aujourd'hui parce qu'ils ont oui, voulu le faire sur des mauvaises interprétations, voire sans la lecture du texte. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous faites du conseil à la CSRD, vous devez avoir lu les 300 pages. C'est obligatoire. bien, Sur le problème des bravo. auditeurs, sur le problème des auditeurs, Oui, alors, moi, je vais quand même distinguer deux mondes, parce qu'on parle beaucoup des auditeurs, il y a les grands et il y a tous les voilà, autres. Parce qu'aujourd'hui, bien les sûr. auditeurs, c'est les commissaires aux comptes et les OTI. Oui, Et il y a évidemment les Big Four, les Big Five, peu importe, mais en oui, tout cas, les Big Four, plus Mazars, plus Grande Centaure, plus les quelques grands. oui. Euh, ces deux mondes, c'est complètement différent. Il y a un monde de commissariat aux comptes qui, Mhm. aujourd'hui, audite les comptes financiers et à qui on a demandé du jour au lendemain de faire de la RSE qu'ils ont toujours plutôt été dire c'est pas notre domaine, etc. C'est quand même un monde qui a du mal à évoluer sur ce sujet-là, même si moi j'ai travaillé avec les experts comptables et la CNCC et ça avance, mais voilà, c'est difficile culturellement, c'est difficile intrinsèquement. Moi, je viens de la profession du monde des chiffres, donc je connais bien comment on peut Oui, réagir. C'est difficile. Mais c'est ces gens-là. Et ces gens-là, on leur dit, il faut 90 heures pour être armé. c'est ça. Mm. Comment ça peut marcher avec 90 heures quand ces gens-là ont un bac plus 8 en financier? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Je suis très catégorique là-dessus. C'est absolument ridicule. Et je suis vent debout contre le fait que les gens qui font 90 heures de formation se disent experts d'un domaine et vont devoir auditer derrière. Alors évidemment, ces gens-là, ils savent aussi qu'ils ont les mêmes sanctions que sur l'audit financier et ils se Oui, protègent. Eh bien c'est oui. ça. Ben moi, Mm. si je suis à la tête d'un cabinet d'expertise comptable avec des commissariats aux comptes et que je vais devoir le faire sur mes clients, l'environnement aussi, que j'ai jamais fait. J'ai jamais travaillé dessus, j'ai jamais fait un bilan carbone, j'ai jamais. Bref, tout ça. Et qu'en plus, on me dit, s'il y a le moindre souci, même sanction sur le financier, je me protège, donc je prends plus de temps, donc ça coûte plus cher. C'est une évidence. Je ne Oui, vais pas oui, aller contre ces gens-là. Après, on va parler plutôt des plus gros. Et pareil, je les connais bien et je ne vais pas cracher sur les gens que je connais et que je côtoie au quotidien, mais il y a eu une montée en puissance de travaux très chers et pas forcément bien amenés, et notamment cette fameuse analyse d'écart qui, oui, au grand groupe, a coûté des centaines de milliers d'euros et parfois qui a été faite avant la double matérialité. C'est un comble. Je l'ai fait oui, de nombreux clients, c'est un comble de faire ça avant oui, la double matérialité. Et donc, on a gonflé les coûts. Surtout des personnes qui voulaient faire en avance, là, qui se sont précipitées. Ça a évidemment amené à des chiffres gigantesques et même pour des grosses ETI, on parle effectivement de 100 000, 200 000 euros. Et aujourd'hui, on voit la réponse du METI qui est sortie hier oui. et qui dit Hier, que oui. ça coûte 400 000 euros aux ETI. C'est faux, c'est Mm. complètement faux. Ça coûte 400 000 euros si on a malheureusement été happé par ce vent-là de Oui, personnes qui ont essayé de se faire, oui, un petit peu d'argent sur le dos des ETI et des grands groupes cette notion d'analyse des cas. Mais aujourd'hui, on peut très bien faire la CSRD pour moins de 100 000 euros sans aucun problème et sans penser que c'est que oui. c'est la fin du monde.
Alors, Delphine, on va revenir dans les questions-réponses tout à l'heure que Oui, fera circuler Arnaud Herman. On va revenir sur les choses avant de passer justement à nos amis de France oui. Invest un peu leur demander leur point de vue. Euh, J'aimerais que vous clarifiez en conclusion. Est-ce qu'il vous semble que la messe n'est pas jouée en faveur d'ISSB, donc Non. parce qu'on sent une offensive quand même qui consiste à dire à l'Europe, taisez-vous, on a maintenant le monde pour nous, donc vous vous ralliez à nous, et sur une logique qui est volontaire, qui n'est pas obligatoire, et qui est surtout euh, en fait à la main d'une finance qui veut n'avoir que quelques risques et pas plus. Est-ce que ça, c'est pas Non, quand c'est même pas du le tout. rationnel derrière tout ça? Non, non, non. Alors d'abord, moi, du coup, quand vous m'avez invité, je me suis paluché les longues listes de demandes d'un certain nombre de groupes Oui, allemands, français et autres. Je les ai sans doute pas tous vus et tous lus. Il y a, premièrement, beaucoup de demandes qui sont redondantes avec des choses déjà existantes dans les textes. Donc, une des techniques des lobbies, c'est de gonfler le gâteau et de faire en oui, sorte que les gens pensent qu'ils défendent leurs intérêts en demandant. Donc, j'ai vu des choses demandées sur le trickle-down effect, sur la chaîne de valeur et autres. Il y a oui. plein de dispositifs de phasing qui ont été introduits justement en juillet 2023 par la Commission et pas que. Et moi, quand je suis avec mes clients, la première chose que je leur dis, c'est ne faites pas ce qui n'est pas obligatoire. Vous avez assez de pain sur la planche. La CSRD, c'est un voyage, c'est long et, ça, C'est vrai. et c'est stratégique et c'est pas que du reporting. Et Voilà. donc, vous devez le faire sur plusieurs années et vous n'avez Oui. aucun risque à faire les choses, notamment en disant, j'en sais rien, j'ai un risque biodiversité, mais aujourd'hui, je n'ai pas de politique. Par contre, on a décidé d'y travailler, mais ce n'est pas le travail de cette année, c'est le travail de dans 2 ans. Et c'est comme ça que Exactement. ça va se passer parce que une partie prenante, qu'elle soit ONG, qu'elle soit financière, qu'elle soit employée, qu'elle soit je ne sais pas quoi, va très bien comprendre qu'une ETI ne puisse pas tout faire en même temps. Par contre, ce qu'elle veut savoir, c'est qu'elle a compris où elle va, qu'elle sait le plan d'action qu'elle a à mettre en place et qu'elle est en train de travailler au niveau de sa Et, gouvernance. et Delphine, d'autant que la sanction, elle n'est que si vous ne faites pas Exactement, un exactement, rapport audité, mais vous le faites comme vous exactement, l'entendez. Et ça, évidemment. on ne l'a pas assez dit, hein? Donc, Vous il y êtes a ça. d'accord? Et la deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est le fonctionnement de l'Union européenne. Vous avez peut-être entendu de ce qu'on appelle les niveaux 1 et les niveaux 2. Le niveau Oui, 1, c'est la CSRD, le niveau 2, c'est les ESRS. Travailler sur de niveau 1, c'est facilement 1 an à 1 an et demi de travail en Europe. C'est pour ça que je vous parlais du temps. Tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous ai dit, le temps des anglo-saxons n'est pas le même que le temps européen. Donc aujourd'hui, une demande de travail sur la CSRD, par exemple, la création d'un mid-cap et autres, c'est au moins 1 an et demi de travail. Donc la plupart des acteurs qui connaissent un peu plus le fond du oui, dossier le disent aujourd'hui. Les attentistes, les ETI qui ont décidé de finalement rien faire en attendant l'omnibus, très oui, mauvaise idée. Parce que, en d'accord, fait, ça ne va pas bouger comme ça. Ça ne bougera pas comme ça. d'accord, Les textes les plus faciles à faire bouger, ce sont les textes des ESRS. Ils n'ont pas la main sur tout. Notamment, ils n'ont pas la main sur la création d'un fameux mid-cap. Ils n'ont pas la main sur la double matérialité. Ils n'ont pas la main sur tout ça. Ils ont la main sur les phasines. Donc, les phasines qui ont déjà été introduites, il pourrait y en avoir des nouveaux, des introduits. Ce n'est pas 2 ans, c'est 4 ans, par oui, exemple. Ils pourraient avoir la main sur le nombre de data points obligatoires. Ça, oui. Mais c'est oui. tout. Et donc, en fait, ne pas faire aujourd'hui la CSRD pour les ETI, c'est pas un bon Alors, bonne histoire. merci de faire la transition aussi clairement avec nos amis de France Invest et donc qui représentent, ils vont le redire très largement des ETI, c'est-à-dire le monde du private equity et du non-coté, il faut le dire, euh, des organisations type AFEP, Finance, Paris Europlace, etc., représentant les cotés. Mais Noëlla de Birmingham, vous êtes donc chez Arena Partners. Damien Brismontier, vous êtes le porte-parole de France Invest sur ces questions. Comment vous réagissez à ce qu'a dit dans votre sphère, particulièrement Delphine, et quelles sont vos orientations, difficultés et portes de sortie, s'il vous plaît? Noëlla, je vous laisse peut-être commencer et vous Ouais, ouais, pas de répartir. problème. Merci. Merci Patrick. Alors peut-être quelques mots avant sur, peut-être qu'on se présente avec Damien et qu'on vous explique peut-être un peu mieux ce qu'est France Invest parce que je suis pas certain que tout le monde connaît.
Donc moi, je suis nouvelle de Birmingham. Ça fait une quinzaine d'années maintenant que je travaille sur les sujets sustainability en entreprise et maintenant depuis 10 ans dans le monde de la finance et du private equity. Et donc, du coup, je m'occupe de la sustainability chez Andera Partners, qui est une société de gestion. Et j'ai une autre casquette, et c'est surtout avec celle-ci que je vous parle aujourd'hui, qui est que je préside la commission Sustainability de France Invest, qui est l'association professionnelle des investisseurs en capital investissement, donc dans le non coté. Donc on accompagne des startups, PME, ETI, que ce soit sous le format de venture capital, infrastructure, dette ou private equity. On a à peu près 500 sociétés de gestion qui sont membres de France Invest. Et pour vous donner un peu une idée, en fait, il y a à peu près, donc, parmi ces 500 sociétés de gestion, ça représente 10 000 entreprises accompagnées, dont 8 000 en France. En termes de CSRD, c'est-à-dire que ça représente à peu près 25% des entreprises qui sont concernées par la CSRD. Donc c'est un gros sujet, comme vous pouvez l'imaginer, autant pour les sociétés qu'on accompagne que pour les sociétés de gestion, parce qu'il y en a aussi un certain nombre, dont Ondera, qui sont concernées elles-mêmes par la CSRD. D'accord. Je vais m'arrêter là parce que je vais laisser Damien se présenter et peut-être vous partager un peu quelle est la position aujourd'hui de la profession sur ces Mais sujets CSRD. un mot peut-être sur ce qu'a dit Delphine quand même. Vous suivez le diagnostic que nous fait Delphine Gibassier? Alors, du coup, je vais laisser Damien vous expliquer la Bon, position de France Invest et vous on va vous protégez, réagir. Noël. On Alors, va réagir parce que Damien, je suis en accord sur beaucoup de choses. Il y a certaines choses peut-être un petit peu moins, mais voilà, on va vous d'accord. développer ça avec Damien et on va réagir bien évidemment. Alors, on va être synthétique. Mais Très Tout à Damien, synthétique, fait. bonjour à tous. Alors, plusieurs éléments, et Delphine a commencé à en donner quelques-uns. Mais sur notre position côté France Invest, on voit le sujet de la façon suivante. On soutient les demandes de simplification qui sont faites par certaines entreprises, parce qu'en tant qu'investisseur de long terme et au plus près des grosses PME, ETI, dont les 1500 accompagnés par des membres soumises à la CSRD, les retours terrain qu'on voit sont quand même une grande inquiétude sur par où prendre le sujet, par où commencer, par quel cabinet de conseil se faire conseiller, comment est-ce qu'on met en place concrètement une analyse de double matérialité, quel outil de reporting de la donnée on doit prendre. Tout ça, c'est quand même des problématiques que tous les CSO responsables ESG des fonds nous remontent. Juste Donc, Damien, pardon, je ouais. me permets de faire une parenthèse parce que en termes de contexte, la plupart des sociétés qu'on accompagne aujourd'hui sur le chemin de la CSRD, ce sont des sociétés de très petite taille qui dépassent à peine les seuils qui n'ont personne dédié au sujet. Pour qui ça fait peut-être parfois 18 mois qu'on échange et qu'on arrive pleinement à faire un bilan carbone. Donc, ouais, qui sont dans un niveau ils de sont jeu au béaba. qui Au sont béaba. très éloignés. Voilà. Et donc évidemment qu'un des constats, c'est que quand on se retrouve face à la CSRD, c'est évidemment une montagne qui n'est pas infranchissable, mais ça reste une montagne. Donc d'où ce premier constat. Et une façon de simplifier, c'est d'introduire de la proportionnalité. Et comment introduire de la proportionnalité? Ça peut être justement avec la fameuse introduction d'une catégorie d'entreprise mid-cap dans la directive Voilà. comptable. Voilà. Après, c'est où est-ce qu'on met les seuils? Ça, il y a des questions, parce que donc aujourd'hui, on est à 250 salariés, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, est-ce que ça serait une catégorie d'entreprise entre 250 et 1000 salariés et entre 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et 450 Voilà. millions? Ça, on ne sait pas. Peut-être que les seuils seront plus élevés. On attend avec Le projet, impatience la le semaine projet prochaine. européen était à 750, Damien. Dans les propositions qui sont faites aujourd'hui, en tout cas par la France et l'Allemagne, Oui, les seuils varient entre 1000, 1500 salariés et 450 oui. millions d'euros de chiffre d'affaires et On a 1,5 milliard, remonté. ce D'accord, ok. qui est très Bon, c'est conséquent. important à dire. Ok, on remonte. Et donc déjà, premier point. Deuxième point sur le court terme, Delphine en a parlé, mais c'est vrai qu'en termes de niveau 2, donc de modification des normes ESRS actuelles, beaucoup de choses peuvent être faites. Alors, et jouer sur les phase-in comme les Delphine, le nombre de data points obligatoires versus optionnels, mais aussi, pourquoi pas, imaginer à ce que certaines normes ESRS, par exemple comme le climat, le E1, le S1, Own Workforce et le G1, gouvernance modèle d'affaires, deviennent prioritaires et les autres optionnels. Ça pourrait permettre aux Oui, entreprises de la vague 2 de se focaliser vraiment
sur de premiers piliers de la durabilité. Celles qui voudraient se lancer plus loin et faire le reste pourraient le faire. Et sur l'aspect auditeur aussi, ça pourrait aussi réduire le coût, qui est un des C'est sujets ça. qui est remonté. Ouais. Donc, ce sont des pistes. C'est vrai qu'il y a des sujets plus globaux sur le rôle des auditeurs, ce qui est demandé. Certains peuvent demander de refaire toute l'analyse de double matérialité, de produire X pièces justificatives de notes de méthodologie. Est-ce qu'on ne pourrait pas plus encadrer ces demandes? Aussi, par exemple, sur la cotation des IRO. Ouais. En revanche, ce qu'on veut maintenir, le principe de double matérialité nous semble essentiel. De manière plus globale, le cadre général de la finance durable, nos adhérents sont soumis à SFDR, taxonomie, CSRD et la troisième brique de l'ensemble, qui aurait dû d'ailleurs être la première en fait, du Ouais. cadre de la finance durable. Oui. Donc, il faut veiller à maintenir cette cohérence et ne pas tout détricoter. Sinon, en tant qu'acteur financier, on aura du mal à remplir nos propres obligations. Mm. Et, et enfin, maintenir un accès quand même de qualité à des données fiables, pertinentes, Ouais. directement à la source, est quelque chose qui nous semble essentiel. Alors, la question qui se pose à ce stade, donc vous maintenez, il faut maintenir le cap, vous maintenez donc l'impulsion, vous soutenez je dirais simplification, etc. Est-ce que vous, dans les réunions auxquelles vous participez, dans les échanges que vous avez le sentiment qu'on va tenir bon sur ce périmètre un peu pragmatique, ou on est là au début d'un toboggan qui va nous échapper? Vous le sentez comment, vous? Je suis pas dans les discussions au niveau du gouvernement français et de la commission des arcanes, mais par contre, c'est vrai qu'il y a un vrai push qui est fait pour une simplification massive, voire drastique. Après, il ne faut pas oublier que ce sont des positions qui permettent à chacun de gagner ensuite sur d'autres aspects. C'est des positions de principe de base de négo. Après, chacun a ses Mm. buts de guerre. Vous, Je pense que le 26, on espère tous avoir une vision sur oui, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce premier omnibus, parce qu'il y en aura plusieurs, mais ce premier omnibus consacré à la durabilité, oui. CSRD, taxonomie, devoir de vigilance. Mm. Euh, il y a une vraie question quand même aujourd'hui, on n'a pas vraiment parlé, mais pour un État comme la France qui a transposé la directive, c'est en Oui, fait comment est-ce que toutes les entreprises actuelles de la vague 2 doivent traiter le sujet, quelle énergie mettre, quels moyens déployer dessus. Euh, donc, comme l'a dit Delphine, le processus européen est un processus long, donc réouverture de la directive CSRD prendra de nombreux mois, au moins 12. Donc si dans la foulée du 26, on pouvait avoir quelques jours après des annonces sur un acte délégué qui viendrait apporter quelques modifications substantielles aux ECRS actuels, ça pourrait être très pertinent. bon. Donc Et pour vous, l'instant, là, ouais. oui, le Bon. tic-tac, Et le calendrier, ça. vous avez fait des propositions précises, vous recommandez à vos adhérents d'avancer, vous leur chiffrez à combien le cahier des charges et le coût d'un audit, etc. Comment vous pilotez un peu les choses? On a fait des propositions donc, sur de modification notamment des ECRS, donc de l'acte délégué du niveau 2, là, celle que je vous mentionnais. Ouais, Euh, sur la position à avoir, là, dans le très court terme, c'est attendre le 26 quand même pour y bon, voir plus clair. ouais, ouais. Parce que en filigrane, la France ayant transposé, Bah les oui. entreprises actuelles de la vague 2 ont l'obligation légale, c'est dans le dur, hein, c'est dans les textes, euh, de produire un rapport CSRD en 2026 sur l'année d'exercice 2025. Oui, mais encore En une fait, fois, ce qui Damien, se passe, ouais, Patrick, en fait, ce qui se passe, c'est que, en tout cas au niveau de France Invest, en fait, on a deux niveaux d'action. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de sociétés de gestion elles-mêmes qui sont concernées par la CSRD, ce qui est un enjeu. Il y en a qui sont dans la vague 1 hein, et Mm. d'autres dans la vague 2. Donc ça, on a créé des task force
entre nous pour pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, parce que pareil, et je pense qu'on l'a suffisamment dit, mais on peut le redire, mais notamment lié à des pratiques d'auditeurs, on a des manières d'appliquer la CSRD qui sont extrêmement différentes et parfois extrêmement zélées, voire beaucoup trop Oui, évidemment, avec des coûts qui sont vraiment complètement oui. lunaires. Donc ça, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de discuter entre nous pour arriver à trouver un juste milieu qui soit cohérent, tout en ayant une approche extrêmement pragmatique, parce qu'au niveau de cette gestion, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais on a quand même beaucoup d'autres réglementations qui sont arrivées ces 2-3 dernières années et qui sont déjà extrêmement lourdes. Et la CSRD, au niveau d'une société de gestion, enfin, je suis pas sûre que ça soit l'exercice le plus intéressant à faire au niveau d'une société de gestion. Par Ça contre, dépend, en termes de risque, voilà. alors en termes de Ouais, risque, non, je dis pas que l'ensemble ne l'est pas, hein, mais c'est-à-dire que parfois, en fait, de compiler, de le collecter modèle de la d'affaires. donnée et de la consolider au niveau d'un portefeuille de 130 entreprises qui n'ont rien à voir, ça questionne, hein, et c'est déjà le cas Ouais, mais sur la enfin, DPF, sur des entreprises de ce type-là. vous en tirez des leçons sur le modèle d'affaires et sa rentabilité quand Tout même. à fait. Non, non, j'étais plus sur la partie collecte et KPI, Oui, pas bah du tout oui, sur la évidemment, partie risque évidemment, et modèle d'affaires, évidemment. évidemment. Ouais, Sur la partie accompagnement des entreprises, à titre d'exemple, chez Andera, on a à peu près une trentaine d'entreprises qui sont concernées par la CSRD. Euh, Là, à ce stade, en fait, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est toutes les questions qu'on se pose justement sur le modèle d'affaires et sur les risques, ah oui, parce que c'est des choses ouais, que on n'avait pas nécessairement, enfin, comment dire, qu'on abordait peut-être dans un deuxième ou troisième temps dans notre accompagnement, mais pas aussi vite. Donc parfois, il y a des sociétés qui viennent d'arriver et on aborde tout de suite ces sujets-là. Donc ça, c'est extrêmement utile. Donc d'où l'utilité. De toute façon, on est ouais, convaincu côté France Invest de l'utilité de la CSRD. Euh, Par contre, à ce stade, on leur a proposé, enfin en tout cas, on leur recommande de un peu lever le crayon, le temps de voir ce qui va se passer, parce que la difficulté majeure qu'elles vont avoir, ça va être la collecte de données, parce que ça, déjà, nous, on le voit aujourd'hui. En tant que société de gestion, on leur demande des reportings qui sont presque niveau des PEF, hein, parce qu'on a des exigences importantes réglementaires, et de nos investisseurs, mais on voit juste la catastrophe que c'est en termes ouais, comment dire, de robustesse de données. Enfin, on est bien extrêmement sûr. loin de reporting qui sont auditables et qui sont Oui, suffisamment robustes. oui, oui. Donc, pardon Patrick, Mais vous pouvez leur donner, Noëlla, pourquoi vous leur dites pas, hein, vous avez 3 ans, on vous donne 3 ans, vous avez bien attendu des années pour que tout ça se mette en place. Donc je comprends pas pourquoi tout d'un coup on a un affolement du milieu alors qu'on a toujours inscrit ça dans un long terme. Et que d'autre part, le seul risque que vous avez, c'est une réserve du CAC. Point. alors non, je suis d'accord avec ça. Alors il y a Est-ce que votre pression à vous-même n'est pas, est-ce que la pression n'a pas contribué à affoler un peu les acteurs? Alors non, non, ils Pression. se sont affolés tout seuls. On a plutôt essayé de tempérer les choses en leur disant qu'effectivement, de toute façon, comme ça a été le cas pour la DPEF, c'est un parcours, un progrès, et Oui, on est conscient que si on n'a pas l'intégralité de toutes les informations de manière vérifiée, cadrée, ça reste OK et acceptable à partir du moment où on est capable de le justifier et de l'expliquer et de rentrer dans cette démarche de progrès. Ça, c'est évident. Donc ça, c'est un discours qu'on a énormément vis-à-vis d'eux et on essaie de les faire collaborer ensemble, voilà. toutes ces PME ETI pour qu'elles puissent aussi échanger et rabaisser un petit peu le niveau de pression. Donc nous, on est plutôt à essayer de les rassurer et de les détendre sur ça va bien se passer. C'est pas non plus... Enfin, il y a la Oui, DPF qui a été mise en place, ça n'a pas été une catastrophe. Donc voilà. Voilà. ça ne le Oui, sera pas sur la CSRD, ça c'est certain. Mais je pense que la difficulté, c'est que nos interlocuteurs, ce sont des DAF, des DRH, oui, oui. des stagiaires, et donc du coup, c'est des personnes qui en fait sont assez paniquées par la charge de travail, par la pression de l'audit, par le rapport à produire. Vous voyez, c'est plutôt ça le sujet en fait. C'est qu'on n'a pas de personnes qui sont réellement dédiées à ces sujets dans ces Alors, entreprises et qui ne sont pas passons. formées, qui ne connaissent pas du Voilà. tout ces sujets-là. Alors, on va faire la transition avec les questions, Arnaud, que tu vas faire circuler. Mais est-ce que vous avez monté un programme de formation pour tous ces acteurs? Est-ce que vous avez relayé la pédagogie ou pas? Alors, Oui, côté... on a Ouais, fait vas-y. intervenir l'ANC, Éric Duvaux et Oui, Clara. On a divers supports oui, d'information qu'on relaie aux oui. acteurs. Et même, même dans le contexte de l'omnibus actuel, je vois que Pauline D'accord. est connectée. On fait une conférence dédiée justement pour les entreprises de l'AVEC 2 mi-mars, avec Va sortir justement, prochainement. Enfin, il y a beaucoup de il choses y a qui beaucoup de sont choses. Ouais. évidemment en D'accord. cours.
pour D'accord. arriver à simplifier et un peu comme vous disiez Patrick, à aussi dédramatiser, le C'est ça, sujet et à dire: «Ça peut bien se passer aussi, hein», donc on peut ça, souffler un peu. oui. Et après, ce que je sais, c'est qu'au niveau des stés de gestion, moi, c'est le cas chez Andera, on a organisé un peu cette promo de 30 entreprises où on leur propose un coaching et une formation pour que justement il y ait cet effet de Mmh. panique qui redescende un petit peu et se dire, ben Voilà, 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 ouais. c'est un voyage et on va arriver au bout, ça va le faire. Mais on voit bien, Arnaud, si tu peux prendre le relais, on voit bien qu'on a loupé la marche de la pédagogie quand les textes sont sortis. Il eût fallu expliquer que ça s'inscrivait dans un moyen terme, qu'il fallait prendre son temps, que ceci, cela, que la sanction n'était que ce qu'elle était, et cetera. Et tout d'un coup, je pense qu'on a été pris de court par une vague anti, ESG, et ça nous interroge beaucoup, si vous voulez, sur le fait que la communauté RSE, pour dire au sens large, à mon avis, a loupé la prise en charge de la sortie de ces textes et en subit aujourd'hui les conséquences négatives. Bon, je ne sais pas, Il y c'est a, il y a- un il y a quand même des commentaire que je me sanctions permets de pénales. faire. Enfin, Oui, pardon, non? Patrick. Il y a la marge de la pédagogie, il y a aussi la marge de un peu quand même de la proportionnalité. Les seuils de Ouais. 250 C'est vrai. salariés, 50 millions, c'est quand même vite rempli. Plus l'aspect sanction, même jusqu'à pénal, ça fait peur. Enfin, Pas le pour quelqu'un pénal, qui a non, le peut-être. pénal, si vous ne faites pas auditer, puisque c'est dans les Oui. comptes, et il n'est que là. Mais c'était aussi, bon, on avait allégé aussi l'obligation de transparence des comptes précédemment. Non, je pense que là, il y a un malentendu. Il y a un vrai malentendu sur cet aspect du pénal. Il y a un malentendu. Bon, Delphine pourra réagir aussi à nouveau maintenant. Arnaud, je te passe la main Oui, sur le questionnement. merci Patrick. Bah, écoute, tu mettais le doigt sur précisément la question sur laquelle je voulais appuyer. Beaucoup de réactions dans le chat sur notamment le rôle des auditeurs et tout ce qu'a évoqué Delphine. Donc j'aurais une première question, mais que je poserai à vous tous pour répondre à tour de rôle. Donc par rapport à ces critiques-là qui ont émergé autour du rôle des auditeurs et des dérives qu'ils ont pu proposer, alors je tiendrais à rappeler aussi, pour me faire un peu l'avocat de la défense, que les délais de mise en œuvre de la CSRD ont été très courts, hein, parce que le texte a été voté en juillet, je crois, Oui, 2023, et il est entré en application en janvier 2024, donc c'était quand même très très court pour se préparer. Et par ailleurs, aussi pour défendre les auditeurs, les règles qui encadrent les modalités d'audit n'ont toujours pas été publiées par l'EFRAG. Donc en fait, aujourd'hui, les auditeurs interviennent sans un cadre qui explicite quels sont les attendus en termes de contrôle qui doivent être réalisés. Mais néanmoins, cette critique a été formulée. Euh, Ce que je voudrais vous poser comme question à tous les trois, du coup, c'est en fait, c'est une double question. C'est si vous vous tournez aujourd'hui vers les entreprises, les consultants ou les auditeurs, quelles seraient les recommandations qu'on pourrait leur formuler par rapport à cette intervention d'audit et quels enseignements on pourrait tirer de cette première vague et des premières critiques qui émergent pour que les travaux futurs se passent de façon plus lisse, plus pertinente et plus efficace. Et puis, il y a une suggestion qui a été proposée dans le chat qui est, mais pourquoi ne pas tout simplement suspendre provisoirement les travaux de contrôle quelques années, le temps que tout ça se stabilise, que les auditeurs montent en compétences et qu'on puisse travailler sainement et sereinement. Et D'ailleurs, puis, c'était le cas, Arnaud, non, sur la DPEF? Il me semble que les premières années, il n'y avait pas d'audit et c'est venu progressivement, non? Sauf en France, dans les transpositions. La France a toujours insisté, Ok, Noëlla, ça a été une demande du Trésor, ok. toujours de faire en sorte que les auditeurs soient dans la boucle. Il y est toujours. Mais c'était en beside, comme on dit en marge. Si vous voulez, ça n'intervenait pas dans la signature du CAC. Voilà. Et là, maintenant, elle est dans la signature du CAC. Et donc, c'est gênant. Mais c'est là qu'est la marge de manœuvre, en réalité. Tu as raison. Vous avez raison. C'est ça qu'il faut alléger. Enfin, je ne sais pas si Delphine partage ce ah, sentiment, mais oui, alors, du coup, cette question-là sur voilà, comment on peut faire pour avoir des travaux d'audit de meilleure qualité et à moindre coût, et puis plus généralement, mais ça ressort à la remarque que tu faisais, Patrick, la pédagogie autour du texte, mais comment conserver une approche un peu stratégique de cette CSRD et ne pas en faire un exercice purement comptable et tick the ouais. box tel qu'il est malheureusement beaucoup mis en œuvre aujourd'hui. Qui veut répondre? Delphine, vous répondez en priorité, s'il vous plaît? Oui, alors, ben oui, il y a une proposition qui circule, je ne sais plus quel acteur l'a donné, de laisser le temps aux auditeurs de se faire à ce sujet-là. Moi, je suis pas contre. Après, pardon, les auditeurs
sont aussi des partenaires. C'est-à-dire, moi, je Oui, n'ai pas été contre les auditeurs, j'ai été contre la façon dont on les a mis de, au sous travail pression. quelque part, hein. Et Oui, donc, ça, c'est effectivement une possibilité. Par contre, enfin, dans les textes, il y avait des demandes de formation plus longues et il y avait aussi des demandes, alors la France, c'est un cas particulier, mais en Europe, que les gens aient plus de pratique. Et j'ai vu dans la réaction beaucoup sur les jeunes. Et oui, il y a des COMEX qui ont acheté des missions ou des audits de Big Four et qui se sont retrouvés avec des jeunes sortis d'école. Donc, voilà, il faut effectivement hum, aussi hum. on a parlé de gap de pédagogie, mais il y a aussi un gap à faire De passer au niveau compétences. de la formation Oui, et des oui, compétences partout dans les écoles, les universités et dans tous les métiers. oui, Il y a une autre chose que je voudrais dire sur le fait de regarder ça comme un outil stratégique. L'année dernière, j'ai accompagné des ETI et des plus petites ETI de la taille dont Noéla parlait, limite des seuils. Et souvent, c'est des entreprises familiales qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années, voire c'est très beau en fait à voir et c'est super de travailler avec des boîtes comme ça. Et c'est très impressionnant pour moi avoir été ma propre chef d'entreprise et en avoir souvent discuté avec Arnaud d'ailleurs. C'est pas facile comme métier. Euh, donc, moi, j'étais très impressionnée et très respectueuse de ça. Et je pense que la CSRD peut aider parce qu'il y a eu une tribune qui est sortie aussi hier ou avant-hier sur le fait que les limites planétaires et les fondations sociales ne vont pas disparaître. Bah, clairement, il oui, faut plutôt aller dans le sens d'apporter de l'aide. Et je ne sais pas pourquoi, mais je suis la, je l'ai dit au Sénat l'année dernière, enfin il y a un an et demi, et je le redis ici, quand on sort une loi, les gens ne sont pas fondamentalement contre la loi, elles demandent de l'aide pour se structurer. Elles demandent d'avoir oui, pour des choses. Et j'ai fait des propositions qui ne sont pas du tout entendues, mais je les refais aussi aujourd'hui. On a besoin que les ETI puissent structurer un COMEX où il y a des gens qui parlent de RSE. On a besoin qu'ils puissent embaucher et ils n'ont pas toujours les moyens. Et pourquoi il n'y aurait pas une aide à l'embauche d'une direction RSE qui serait au COMEX? Et on a besoin d'apporter ces aides-là et on ne les a pas. Et donc on sort une loi et après, advienne que pourra. Euh, et là, je pense qu'il y a toute une structure à mettre en place sur obligation de formation, sur des aides à apporter aux ETI pour y aller. Et ça répondrait peut-être aussi aux besoins du métier qui est vent debout, plutôt que de dire on a besoin de rien. Je peux faire Ouais. une petite dernière remarque sur la loi. Moi, l'autre jour, j'écoute France Info sur le cas d'un bus qui a malheureusement tué une jeune fille parce que le gars, soi-disant, avait fumé du cannabis ou je oui, sais pas quoi. Bon, et la personne qui répond, qui représente la Fédération du transport, qui dit un mort, c'est un mort de trop, on est très réglementé et tant mieux. Bah, le changement climatique, c'est déjà 3000 morts par an, hein, et je pense que c'est même beaucoup plus. Et pourquoi on ne peut pas accepter que l'avenir de nos enfants soit réglementé? Certes, il faut effectivement du pragmatisme, de la proportionnalité et avancer comme un chemin et un voyage, mais avant tout, il faut aider les entreprises. Moi, je voudrais bien que les entreprises que j'ai aidées qui ont 80 ans et 100 ans soient encore là dans 10 ans. Mais aujourd'hui, oui, enfin, Delphine, je vais vous poser la question qui tombe de source après ce propos. C'est ouais. que vous supposez que les entreprises qui font, et qui déjà, il faut qu'elles y arrivent, en tirent des leçons en termes de management de stratégie. Selon vous, quelle est la proportion des entreprises qui tirent des leçons sur le terrain du management et de la stratégie de la Bah, transparence en financière? tout cas, celles que j'ai accompagnées, oui, Bon, et je bon, demande à aller au COMEX au début des projets et à la fin des projets, et j'interpelle les personnes d'accord. qui sont le plus sceptiques à À quoi ça travailler sert? sur ces sujets-là. Et Ouais. ça Très marche. bien. Si, si. Peut-être une réaction. Alors, je suis super alignée avec vous, Delphine, évidemment. Moi, ce que j'observe aujourd'hui dans les entreprises, c'est que, en fait, alors en plus, la particularité, c'est qu'on a des entreprises qui sont quand même en croissance, et donc parfois, il y a des entreprises qui vont dépasser les seuils en quelques jours et qui, du coup, se retrouvent extrêmement Oui, rapidement à devoir sortir une CSRD alors qu'elles étaient à un niveau -10 auparavant. En fait, la manière, alors, quand elles essaient de le faire un peu toutes seules, on se rend compte qu'elles font parfois appel à des consultants qui déploient, et pardon, hein, oui. qui Allez-y, allez-y. déploient des dispositifs de boîtes du CAC 40 Disproportionné. pour une PME à des prix complètement délirants. Et en fait, il y a un moment,
Enfin, moi, c'est un peu ça qui m'a frustrée au début aussi de la CSRD, c'est de me dire, ces actions-là, ces entreprises-là, elles ont besoin de mettre en place des actions. Et en fait, il y a un moment de se perdre dans des dispositifs qui sont absolument pas concrets. Et ben, en fait, du coup, on va en perdre l'action. Elles vont passer leur temps à faire des choses qui ne Voilà. vont pas être utiles. Et donc, du coup, pour moi, la priorité, et donc, on l'a développé chez Ondera, et c'est-à-dire de développer des outils hyper pratico-pratiques qui leur permettent assez rapidement de comprendre comment faire une analyse de matérialité, comment analyser leur business model, d'être tout de suite orienté pratique. Et en Oui, disant, c'est pas un exercice de conformité, c'est un exercice formidable qui va vous permettre d'échanger avec votre direction, de donner du poids au sujet, de réfléchir à quel est le sens, la mission de votre entreprise, pourquoi elle fait ça, comment elle peut être pérenne demain, plutôt que de chercher à cocher des cases, à collecter 3000 KPI qui seront dans un rapport qui sera lu par personne. Et en fait, mais du coup, ça, malheureusement, je pense que c'est, notamment pour les plus petites entreprises, elles sont pas attrapées par ça, en fait. Elles voient ça. plus la montagne de conformité. Et c'est là où je pense qu'on a raté quelque chose avec la CSRD et qu'on va avoir besoin de ce temps-là pour la rendre pragmatique et utile. Et je pense qu'on n'y est pas du tout aujourd'hui. C'est une très très bonne conclusion. Dernière question, Arnaud, tu peux. Oui, bah, de la même façon qu'il pourra s'adresser à vous trois, pour prendre un peu de recul, on est quand même à un moment assez étonnant et paradoxal où d'un côté on a un backlash extrêmement violent sur ces sujets sociaux, environnementaux, et en même temps les risques associés sont absolument déments et ne font que croître, Oui, surtout si on regarde les oui. risques climatiques. Comment on le vit de l'intérieur quand on est dans le monde de l'investissement et quelle attitude on doit adopter par rapport à son organisation et par rapport à ses participations d'une part? Et toi, Delphine, comment tu te comportes dans ce moment un peu compliqué en qualité de consultante pour bah, tenir le cap? Et quels sont les conseils finalement que vous pouvez donner à ce groupe de personnes qui vous écoutent et qui sont aussi déstabilisées de cette situation et qui doivent aussi s'adresser à Alors, des investisseurs ou des entreprises? réponse, Noëlla d'abord et Delphine, on vous laissera faire une réponse conclusive, s'il vous plaît. Parce que ça, ce sujet, on pourrait en faire un webinaire entier, donc moi, c'est pas l'idée. Non, une réaction par rapport à ça. En fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, ben, je pense qu'on ressent tous ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que l'impact, il est très différent selon les fonds, l'exposition à certaines géographies, etc. Euh, Quand on est dans des contextes économiques ou politiques particuliers, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que très rapidement, et là, je vois une accélération très forte là-dessus, c'est que la sustainability, ça devient et ça doit être un levier de protection et de création de valeur. Et donc, du coup, en fait, ce qu'on observe typiquement dans les fonds, c'est qu'en fait, on se focus beaucoup plus sur l'accompagnement, la transformation, la réflexion du business model des entreprises, plutôt que sur des sujets de marketing, ce qui a pu être le cas avant. Parce qu'en fait, c'est plus différenciant et il y a un certain nombre d'acteurs qui ne veulent même plus voir ça, en fait. Et pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas? Dans le sens, en fait, si c'est juste du marketing, c'est peut-être pas la peine. Et donc, du coup, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, il faut arriver à le transformer en justement comment est-ce qu'on se recentre sur la manière dont on doit transformer les business models et accompagner les entreprises, protéger leurs valeurs, parce que avant d'investir, si on se pose pas ces questions-là, je pense qu'il peut y avoir des Une erreurs déception. d'investissement importantes, et comment est-ce qu'on les transforme pour les rendre plus résilientes. Donc, j'essaye en tout cas de faire de ce contexte une opportunité de mettre en avant et de valoriser davantage la sustainability comme étant la protection et la création de valeur. Merci. Delphine, je vous laisse conclure sur la question posée par Arnaud. Je pense qu'on a la même réaction, mais j'ai toujours été dans ce sens-là de dire que c'est un outil stratégique, surtout la double matérialité, et que l'objectif de cet outil-là, c'est de permettre aux entreprises d'être encore là demain et d'être mieux là demain et plus solides. C'est vraiment important de le voir comme ça. Et du coup, quand c'est bien fait et qu'on a accès au COMEX, et si j'ai pas accès au COMEX, je ne travaille pas, parce que ça n'a aucun intérêt. Oui, Et ben dans ce sens-là, on accompagne bien. Et ça, je pense que c'est le sens de la CSRD. Alors, comment on travaille aujourd'hui? Beaucoup aussi en coaching plutôt que de faire à la place. Quand vous faites à la place, le problème, c'est que vous ne oui, mettez pas le travail au centre du jeu. Et du coup, accompagner en coaching, ça permet de faire monter en compétence les équipes et d'être oui. là, là où il faut. Que là où il faut Très et bien. pas là où il faut pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci vraiment à vous trois, à Arnaud et à l'équipe Écola. Je crois qu'on a fait là un point qui était essentiel
Et je terminerai, si vous m'autorisez, sur une seule phrase que j'ai un petit peu évoquée tout à l'heure, c'est que ça peut être un risque considérable pour la fonction RSE, ce qui se passe, si elle n'est pas capable d'affronter cette mise en cause qui a par certains côtés beaucoup de justifications et par d'autres aussi beaucoup de mauvaise foi. Mais il faut vraiment qu'elle saisisse cette situation comme une occasion d'accomplir ce pourquoi elle a été dessinée et faite, c'est-à-dire vraiment aider les modèles d'entreprise à devenir vraiment durables. Et ça, il faut s'y interroger. C'est un combat de valeur, c'est un combat de compétences et c'est un combat d'engagement. Et il ne faut pas croire que ça va tomber à cause des réglementations et que la loi va faire le job. Donc, merci à vous toutes et tous d'avoir participé et contribué à cette réflexion collective. On se donne rendez-vous donc en mars, le 21 mars, pour notre prochain webinaire d'analyse. Et je crois que nous donnerons la parole aussi aux auditeurs à cette occasion, notamment. Et on aura eu le retour sur l'omnibus qui sera intéressant, puisque ce sont quand même ces sujets-là qui vont structurer la RSE pour quelques mois. Merci à vous toutes et tous. À très bientôt. Et bon week-end. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. À bientôt.